J'ai de la chance d'habiter à Paris. C'est beau, la ville de la Tour Eiffel, de Notre-Dame, de la Seine, du Louvre, des catacombes, etc. Par exemple, le parc des expositions, le palais des sports, au sud de Paris, dans le 15e arrondissement. Il y a le salon des vignerons indépendants, on va déguster des vins. Les expositions de voitures, des avions, toutes sortes d'événements culturels. Vous avez vu déjà le parc d'exposition ? À Versailles, porte de Versailles, le palais des sports, c'est magnifique. Les lumières, les espaces, le tram, les gens. Guy Hébert est envoyé au parc des expositions. C'est l'histoire de Guy Hébert que rapporte Jean-Luc Einaudi au sujet de La bataille de Paris, son livre, qui parle du 17 octobre 1961. Édition Seuil. 1991, Paris. Le 17 octobre 1961. Une manifestation d'Algériens est sauvagement réprimée par la police. Voilà ce qui est écrit. Guy Hébert est envoyé au parc des expositions, avec d'autres appelés du service sanitaire des armées. Son enfance a été marquée par l'occupation nazie et par la résistance. Son père, résistant communiste, a été tué en 1943 à la centrale d'Es. De ses yeux d'enfant, il a vu les cadavres de 41 habitants de sa ville d'Ussel, massacrés par la division des SS Das Reich. Dès qu'il arrive au parc des expositions, son souci est d'enquêter. Il regarde, il écoute et rédige, à chaud, un témoignage qu'il transmet à son ami, le philosophe Jean-François Lyotard. Le texte paraîtra sans signature dans le numéro 13 du journal Vérité-Liberté qui sera saisi. Nous pénétrons dans le parc des expositions, par un porche où un grand nombre de policiers montent la garde. Une agitation intense règne à l'extérieur du parc. Des cars de police arrivent ou repartent, accompagnés de motards. Des policiers armés discutent, par petits groupes, ou circulent, porteurs d'ordres ou de consignes. Les inspecteurs en civil, dossiers sous les bras, fendent la foule. À la limite de la zone éclairée, des ombres casquées, fusils à l'épaule, surveillent les va-et-vient continuels. Sous le porche, à droite en entrant, une pièce est aménagée en salle de photographie. Sur la gauche, un réduit sombre où, mercredi, un camarade a vu 6 corps allongés. Par le porche, nous débouchons sur l'immense parc, violemment éclairé. Un brouillard de poussière trouble la vue. Le sol est recouvert de sable et de terre mélangés que des milliers de pas ont soulevés. Une sourde rumeur plane sur cette foule, mais l'oreille est surprise d'entendre si peu de bruit. Les grilles servant à maintenir la population lors des cérémonies officielles délimitent des parcs de 15 à 20 mètres de côté, séparés par des couloirs de 3 à 4 mètres de large, où circulent les gardiens armés de fusils ou de pistolets mitrailleurs, chargeurs engagés. À l'intérieur de ces parcs, 800 à 1000 Algériens attendent, les uns debout, pressés contre les grilles, les autres couchés à même le sol, blottis les uns contre les autres pour lutter contre le froid. Des waters de campagne, installés autour du parc contre les murs, répandent une odeur nauséabonde. Sur la droite, en entrant, une tente de 10 personnes sert d'infirmerie et d'hôpital. À gauche, 4 à 5 rangs de tables couvertes de dossiers constituent le centre de triage. Un haut-parleur permet de diffuser les ordres. Un quart de police vient d'arriver bourré de musulmans. Un camarade me fait signe. Nous sortons devant le palais pour assister discrètement au déchargement. 20 à 30 policiers disposés en 2 haies latérales derrière le véhicule sont chargés d'orienter les Algériens vers l'entrée. Entre leurs mains, matraques en bois, en caoutchouc, planches de bois, nerfs de bœuf. À l'intérieur du car, un policier pousse les prisonniers à coups de crosse, de fusil ou de mitraillette. S'ils ne vont pas assez vite, les policiers qui les attendent au bas du marchepied les tirent violemment et les font tomber sur le béton. Les Algériens se présentent à la porte arrière des cars, sous la lumière aveuglante des projecteurs. Ils ont 15 à 20 mètres à franchir, mais sur la tête entre le véhicule et l'entrée. Dès leur descente, ils sont frappés à coups de matraque, de nerfs de bœuf, de crosse. Ceux qui, épuisés, tombent sur le ciment, ont droit aux coups de pied dans le ventre, dans les parties, sur la figure. Pour échapper aux coups, les Algériens se mettent à courir. Un croc en jambe les arrête. D'autres, précipités sur le ciment, ne se relèvent pas. Ils ont négligemment repoussé sur le côté. Nous en distinguons. Grièvement blessés, qui se traînent sur les genoux, sous la pluie des coups. Des jeunes se font casser les doigts et les avant-bras en se protégeant la tête. Une crosse de fusil se brise comme du bois sec sur le dos d'un musulman. Le policier se retire avec un air déçu. Les hurlements de peur et de souffrance poussés par les Algériens achèvent de rendre cette scène irréelle. Un camarade, écœuré, part vomir, à l'écart. Ces 15 mètres franchis, les Algériens sont fouillés par des bâtons blancs de la police parisienne. Briquets, lunettes, montres, ceintures, limes à ongles sont jetés pêle-mêle dans un coin. Souvent, l'argent est subtilisé en douce. Aucun inventaire individuel n'est dressé. Les objets jetés, peu à peu recouverts de poussière, piétinés, deviennent rapidement inutilisables. Des brocanteurs amateurs apparaissent bientôt. Qui pourrait les empêcher d'opérer ? La fouille achevée, les Algériens sont orientés aussitôt, sans recevoir les soins urgents que beaucoup réclament, vers les différents parcs. De nouveaux coups contraignent les plus indolents à sauter les barrières en vitesse. L'ensemble des opérations, de l'arrivée du car à la répartition dans les parcs, n'a pas duré plus de 10 minutes, mais 10 longues minutes.
Quelques ordres sont encore échangés, et le car repart vers de nouvelles missions de transport. Les policiers effacent les traces de sang sur leurs outils et se dispersent. Le calme revient. Nous rentrons dans le parc. À droite du porche, une tente pour 10 personnes entourée de grilles abrite des regards le service sanitaire, composé d'un docteur et de 3 ou 4 infirmiers. De nombreux policiers vont et viennent autour ou à l'intérieur de l'enceinte. Sous la tente, des blouses blanches s'efforcent de parer au plus pressé. 2 tables et quelques tabourets composent l'ameublement. Pas de lit de camp. Des planches et des couvertures isolent du sol les Algériens dont l'état est grave. Le matériel de soins comprend alcool, savon liquide, eau oxygénée, mercurochrome, bandes, gaz, quelques petits ustensiles chirurgicaux. Un infirmier nous dit que tout cela suffit à peine aux plaies légères. Pour les blessures profondes, nous n'avons ni sulfamide ni antibiotiques. Pour soigner les fractures, les morceaux de bois que nous trouvons sur le sol nous servent d'attelle. Les hématomes, nombreux faute de soins, risquent d'entraîner des calcifications. Il y en a qui ne peuvent plus uriner à la suite des coups qu'ils ont reçus dans le ventre. Il faudrait les sonder, mais nous n'avons pas de sonde. Ceux qui ont des fractures du crâne ne peuvent pas être soignés et meurent rapidement. Les bandages que nous possédons ne suffisent pas à maintenir les thorax enfoncés ou simplement les côtes cassées. Pour les agiter, nous aurions besoin de calmants en piqûre. Les Algériens refusent de prendre les comprimés de Fénégrant, de peur d'être empoisonnés. Ce sont souvent les policiers qui s'occupent d'eux. Ils les isolent dans des parcs individuels et souvent les endorment d'un coup de crosse. Il y a une quinzaine de ces petites cellules dispersées autour du hall, entourées de 2 ou 3 sentinelles, avec au centre un Algérien couvert de sang. Ceux que l'on nous amène ici, nous les gardons. Mais ils nous empêchent de travailler. Il faudrait les évacuer avec tous les blessés graves. Mais en ce domaine, non plus. Rien de très précis n'est prévu. En principe, ce sont les cars de la police qui se chargent du transport depuis le parc jusqu'aux hôpitaux civils ou militaires, mais la liaison service de santé-police n'est pas bonne. 4 ou 5 véhicules sanitaires devraient veiller en permanence à l'entrée du parc. Il n'y en a pas un seul. C'est pourquoi nous sommes tellement encombrés ici. Et puis, nous aimerions bien savoir ce que deviennent des blessés, dont nous ignorons même le nom. Un simple registre d'infirmerie ne serait pas utile. De nouveaux Algériens viennent d'arriver. Parmi eux, un vieillard couvert de sang à cause d'une plaie au cuir chevelu. Un infirmier aussitôt le prend en charge pour le conduire à l'infirmerie. Au début, ça ne se passait pas ainsi. Le service d'ordre refusait les soins immédiats. Les soldats chargés de la distribution de nourriture, parmi eux les infirmiers de Vincennes, réparaient dans les parcs les Algériens blessés. Et nous les amenaient après avoir sollicité l'autorisation des sentinelles. Elles n'acceptaient pas toujours. Entre l'arrivée d'un Algérien blessé et sa découverte au hasard de la distribution, 24 heures pouvaient s'écouler et un décès se produire. Une dizaine de morts sont dues à cette négligence. Samedi matin, nous avons découvert un Algérien blessé à la cuisse par une balle de mitraillette. Elle est encore logée sous la peau. Le blessé n'a rien dit, par crainte de se faire remarquer, et a réussi, depuis mardi, à cacher sa blessure. Combien sont-ils dans ce cas? Beaucoup ont des crises nerveuses et deviennent dangereux pour leurs camarades. Les policiers les font sortir des parcs et les infirmiers les découvrent parfois inanimés sur le sol. Certains se jettent aux pieds des policiers et implorent la mort, comme ce vieillard qui criait en réclamant ses enfants. 2 soldats passent devant nous, transportant un brancard ou un prisonnier J, inanimé. Crise d'épilepsie. Encore un qui ne reçoit aucun soin. Le personnel n'est pas suffisant. Les soldats de Vincennes se sont portés volontaires une nuit pour aider les infirmiers. Le lendemain, leur chef les a menacés de prison pour cette initiative. Le cas des blessés ne suffit pas à donner une idée précise de l'état sanitaire des prisonniers du parc des expositions. Il y a ceux qui ont attrapé froid et qui sont fortement grippés, ceux qui sont tuberculeux, ceux qui, malades, ont vu leur traitement en cours brusquement interrompu, et le danger permanent des germes qui trouvent ici un terrain de développement favorable. Entre les premiers parcs et le porche d'entrée, 2 camions militaires viennent de s'arrêter. Des soldats en sont descendus et s'occupent à les décharger. L'un des camions contient la nourriture des prisonniers, l'autre des couvertures et des capotes militaires. Il fait froid, et les Algériens, peu vêtus au moment de leurs arrestations, remontent frileusement le col de veste ou de manteau. Cela ne suffit pourtant pas. La nuit et les couvertures sont des bienvenus. Mais leur nombre est insuffisant. Et puis les premières n'ont été apportées que jeudi matin. Les soldats, le camion déchargé, s'affairent à préparer les sandwichs qu'ils disposent dans de grandes panières métalliques. Ils sont 50 à 60, très occupés. Nous arrivons le matin, vers 8 heures, et nous commençons immédiatement la distribution de café chaud, un morceau de pain et un carré de chocolat complètement le petit déjeuner. Nous ne finissons jamais avant midi ou 1 heure. Nous recommençons alors par les premiers servis, le matin, et nous leur donnons un sandwich au singe ou à la viande. Quelques gâteaux secs ou du pain d'épices, parfois une orange et de l'eau à volonté. Le déjeuner ne se termine jamais avant 19 ou 20 heures, et le dîner vers 1 heure du matin, une fois à 5 heures. Ce jour-là, nous avons nourri les Algériens qui n'avaient rien mangé depuis 24 heures et même 48 heures. Depuis, ils mangent régulièrement et les rations sont en nombre suffisant. S'ils se pressent contre les grilles et cherchent à resquiller pour la nourriture, c'est qu'ils ont faim. Les soldats leur ont expliqué que les parts n'étaient pas suffisantes. Ils ont nommé leur propre service d'ordre. Laissant les soldats travailler, nous nous sommes ensuite promenés au hasard des parcs, parlant avec les policiers. Les policiers nous ont dit « On est trop gentils. Pour que l'on soit débarrassé de tous ces ratons, il faudrait fermer le parc et les descendre à la grenade ou à la mitrailleuse. Au début, des meneurs cherchaient à faire des discours. Nous les avons attrapés et nous les avons flingués. Ni vu ni connu. À des soldats qui amènent le café, alors c'est pour quand l'arsenic dans la nourriture? Entre eux, ils ne voulaient pas sortir des waters. J'ai tiré à travers la porte. Plusieurs avouent. Nous en avons assommé et fusillé en douce. Pour être juste, nous devons ajouter que tous les policiers ne font pas preuve de la même hargne. C'est de loin la police parisienne qui tire le plus de satisfaction du matraquage et des sévices exercés sur les Algériens. Les CRS, quoique brutaux, se montrent plus discrets et reconnaissent volontiers que les policiers ont cette fois-ci nettement dépassé la mesure. L'un d'entre eux irait jusqu'à dire que si les attentats redoublent de violence sur les commissariats parisiens, ils ne l'auront pas volé.
Cette opinion prévaudra samedi matin parmi les sentinelles qui commencent à redouter une riposte à venir et, dans l'immédiat, un mouvement de masse des détenus devant lesquels ils commencent à se tenir désarmés, physiquement isolés dans les travées étroites et moralement touchés par la misère accumulée durant ces 5 jours de détention. Le mercredi, tous les policiers chargeaient les Algériens au moindre cri. Samedi, ils restent indifférents. Ils disent avoir peur de cette foule qui commence à sortir de sa prostration. Nous croyons que c'est là la raison de l'accélération du processus de triage, très lent au début. L'impossibilité de garder 8000 hommes dans les conditions inhumaines du parc, à moins de vouloir provoquer un massacre collectif. Lorsque nous pénétrons dans le parc, nous avons distingué d'abord que la grande foule silencieuse des détenus pressés contre les grilles, figés dans une immobilité presque absolue. De temps à autre, une sentinelle se précipite et l'envoie le groupe refluer lentement sans bousculade devant la menace de la crosse levée, attentif au mouvement de celle-ci, puis, la menace écartée, revenir aussitôt dans le même silence, à la même place, sans qu'une brèche se soit ouverte. Dans les parcs, ils sont entassés, sales, barbus, les vêtements déchirés, couverts de poussière, de boue et de sang séché, des bandages et des mouchoirs hâtivement posés sur les plaies, abandonnés, aucun bruit, sinon ce bourdonnement confus de paroles échangées, à voix basse et de pieds raclants, le sol. Parfois, un cri, un mouvement, puis le calme à nouveau. Les policiers n'éveillent aucune curiosité. Les deux mondes s'ignorent totalement. Quand nous circulons dans les couloirs, des mains se tendent, des offres sont faites. Soldat, t'as pas une sèche? Ton mégot, donne-le-moi. Tu pourras t'en acheter quand tu sortiras. Moi, ça fait 4 jours que je n'ai pas fumé. Un billet de banque, des pièces apparaissent dans les mains tendues. Je te donne 500 francs pour une cigarette. Allez, soldat, t'en as bien une au fond de tes poches. Je sais que c'est, je viens de finir mon service militaire. Toujours un sourire bienveillant sur le visage et de gentils remerciements lorsque la cigarette apparaît enfin. Il nous raconte. Je suis en France depuis 1937. Je suis marié à une Française, j'ai 2 enfants, j'ai fait la guerre 1939-1940. Que me veut-on encore? Tu crois que c'est humain, ce que les policiers nous ont fait? Quand je rentrerai, le patron va me mettre à la porte, ma femme, mes enfants, que vont-ils manger? Ça ne peut pas durer. Qui nous tue tous? Au commissariat, ils nous ont enfermés dans une petite pièce, puis arrosés. Nous sommes restés toute la nuit debout, avec l'eau jusqu'au mollet. Le lendemain, ils nous ont amenés ici. Et tout cela sur un ton dépourvu de haine. Ils donnent l'impression de poser ces questions, et non de raconter des faits qui les concernent.